La vérité en face. Et la vérité en face de ce que veulent les Français. Quels sont les sujets qui leur semblent importants pour leur avenir? On en parle ce matin avec Barbara Lefebvre. Bonjour, bienvenue. Et enseignante, essayiste et chroniqueuse, auteure de ce livre 2022, les Français ont choisi, en collaboration avec l'IFOP aux éditions Plomb. Et en face, Aurélien Taché, bonjour. Bienvenue, député du Val d'Oise, coprésident des Nouveaux Démocrates, membre du conseil politique de Yannick Jadot et auteur du livre Voyage d'un homme libre au pays de l'absolutisme aux éditions Seuil. Oui, et vous appelez c'est votre parcours. 0826 303. Ouais, c'est votre parcours dans cet homme libre, effectivement. On y reviendra dans un instant. Alors donc cette enquête, c'est une enquête qui a été réalisée donc en amont, bien sûr, qui est toujours valable. C'était avant la présidentielle et c'est aussi avant les législatives, Barbara Lefebvre. Alors qu'est-ce qui ressort? Eh bien, il ressort que c'est la sécurité, l'économie, le sanitaire, c'est ça, et l'environnement. Oui, alors l'enquête que j'ai conduite avec l'IFOP a été vraiment réalisée avant même le début de la campagne électorale, parce que l'idée c'était de regarder un petit peu quel était le programme idéal des Français. C'était pas de regarder quel était le président idéal, mais le programme idéal des Français. Et c'est vrai que à ce moment-là, la sécurité arrivait en premier, mais c'était vraiment la sécurité du quotidien, la question de la délinquance, la question aussi du terrorisme islamiste, parce que ça c'est considéré quand même comme étant un enjeu de sécurité du quotidien. Et puis les violences familiales. Les violences conjugales sont aussi assez hautes et ensuite venait l'économie, donc la question du pouvoir d'achat, derrière les questions de santé, avec une forte volonté de réinvestir dans l'hôpital public, dans l'embauche de médecins. D'ailleurs, on le voit dans tout le cadre de l'enquête, les Français sont très attachés aux fonctionnaires, mais aux fonctionnaires de proximité, ce qu'on appelle avec un certain mépris de la part de la haute fonction publique, les petits fonctionnaires. C'est-à-dire ce petit fonctionnaire qui est en réalité assez emblématique, je crois, du déclassement social que vivent... Qui sont une majorité. Qui sont une majorité, parce que le petit fonctionnaire, c'est souvent le petit cadre A, quelqu'un qui est un enseignant, un infirmier, qui a fait des études, mais qui touche des salaires qui ne suffisent pas pour vivre, en particulier lorsque vous vivez dans les grandes métropoles. Oui, alors j'évoquais tout à l'heure aussi l'immigration, et ça n'arrive pas en fait, alors que dans certaines enquêtes c'était assez haut. Là, vous l'évoquez aussi, mais ça n'arrive pas aussi haut que cela, en fait. Non, pas du tout. C'est assez étonnant, alors que la campagne avait démarré autour de ce thème, avec un certain Éric Zemmour. C'est-à-dire que, surtout dans l'enquête, la question de l'immigration n'est pas corrélée à la question de l'identité et au fameux délire sur le grand remplacement d'Éric Zemmour. Donc on voyait très bien justement que la question identitaire arrivait en fin de préoccupation des Français. D'ailleurs, en même temps que les questions d'institution et de démocratie, ce qui, ça, par contre, est un peu plus inquiétant. Mais les questions identitaires et les questions d'immigration n'étaient pas tant reliées. Néanmoins, il apparaît quand même dans l'enquête que la vision rigoriste de l'islam, par exemple, est considérée comme incompatible avec la République, et que, par exemple, dans la question sur la sécurité, les Français sont pour que on expulse les étrangers qui ont commis des crimes et des délits, et qu'ils ne purgent pas leur peine en France. Donc, par exemple, il y avait quand même certains éléments corrélés à cette question de l'immigration, mais par contre, les Français considèrent que la France est multiculturelle, que la France est diverse, et que ça leur convient dans la mesure où, évidemment, on respecte les lois et les principes de la République. Oui, Aurélien Taché, est-ce que ça peut être justement le thème de cette campagne des législatives qui va venir sur la proximité, ce qui nous entoure, etc., sur cette notion en fait de sécurité évoquée en fait à l'instant par Barbara Lefebvre. Certes aussi il y a le pouvoir d'achat, mais que les Français iront peut-être sur d'autres perspectives. Oui, moi je crois beaucoup à ça. Je pense que d'ailleurs, l'écologie politique avait des choses à dire là-dessus, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a effectivement un certain nombre de bouleversements. Les Gilets jaunes ont montré quoi? Ont montré que finalement, cet éloignement du pouvoir, cette bureaucratie, les Français s'en méfiaient. Ils veulent plus de proximité. Effectivement, ils font confiance. Alors, ils n'ont rien contre le service public, bien au contraire, ils savent à quel point c'est important, mais ils veulent du service public de proximité. Ils veulent pas des gens efficaces, et ils veulent pas des gens qui décident à leur place 80-90 km/h du côté du 7e arrondissement, alors que ces gens ne prennent jamais leur voiture. Il y a effectivement beaucoup de changements aussi liés à la crise Covid. Vous avez des gens qui se quittent les métropoles, veulent s'installer ailleurs. Vous avez aussi des sujets liés au changement de la composition familiale. Tout ça plaide pour effectivement des politiques de proximité, pour réinventer un modèle, une France complètement différente de celle qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ce sera important dans les élections législatives. Mais est-ce que ça veut dire que c'est moins une politique globale, plus peut-être de la politique, des politiques publiques chirurgicales en fonction des territoires? Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup, effectivement, l'action locale demain sera en politique plus importante à terme que dans
dans le concret des gens, dans le quotidien des gens que l'action nationale qui devra se recentrer sur les grands sujets. Donc je pense qu'effectivement, ça sera un des thèmes des législatives, mais il y aura aussi effectivement tout ce qui est lié aux injustices. Les gens quand même sont très inquiets. Les inégalités. Voilà. Mais bien sûr, avec l'inflation qui arrive liée à la guerre en Ukraine, avec les inégalités qui se creusent, avec effectivement un pouvoir d'achat qui est en berne, ce sera aussi un thème très important. Ce sera ces deux jambes-là, je pense, qui seront déterminantes. Ouais. D'ailleurs, dans le livre, le jugement des Français était extrêmement sévère sur la question des inégalités. Pour les Français, sous le mandat d'Emmanuel Macron, les inégalités se sont creusées comme jamais. Que ce soit les inégalités sécuritaires, les inégalités économiques, les inégalités scolaires aussi, parce que les Français sont très... les inégalités sanitaires, évidemment aussi, mais les Français sont très sévères sur cette question du déclassement scolaire. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'Emmanuel Todd avait déjà souligné. La stratification éducative, c'est-à-dire que quand les classes populaires et les petites classes moyennes savent que même si elles donnent tout à l'école et qu'elles essaient d'aller le plus loin possible dans la formation, à un moment donné, ils vont avoir le plafond de verre parce que c'est bloqué pour eux et que le système se protège pour ne pas faire monter ou bien au compte-gouttes pour ensuite venir se justifier en disant vous voyez, mais on a un tel ou un tel, pour essayer de faire croire qu'il y a un renouvellement des élites. En réalité, la sécession des élites, elle a eu lieu. Et aujourd'hui, la réélection d'Emmanuel Macron, ne nous trompons pas, c'est la reconduction. Moi, je suis tout à fait sur la ligne de Jérôme Sainte-Marie. C'est la reconduction du bloc élitaire, avec un bloc populaire qu'on essaie de s'aliéner quelquefois en jouant sur un seul registre, c'est le registre de la peur. Quand c'est pas la peur du Covid, c'est la peur de l'Ukraine. Quand c'est pas la peur de l'Ukraine, c'est justement la peur du déclassement. On va faire croire aux classes populaires, mais ne vous inquiétez pas, on fera quelque chose pour vous, un petit chèque ou une soi-disant 14 élèves par classe, etc. Ce genre de choses qu'on donne comme, excusez-moi, mais c'est un sucre qu'on donne aux classes populaires. La réalité, c'est que c'est pas ça qu'il faut, c'est vraiment faire éclater ce plafond de verre et faire monter notamment à l'Assemblée nationale. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un petit peu plus de représentants des classes populaires à l'Assemblée nationale, ce qui n'est vraiment pas le cas. Et les députés de l'AREM de 2017 nous ont montré qu'au contraire, on était sur les CSP++. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Parce que quand on écoute les Français, ce qui était le cas avec Sarkozy, avec François Hollande, ils sont toujours extrêmement sévères, en fait. On a l'impression qu'il y a une colère qui n'est pas plus importante aujourd'hui qu'hier. Mais cette colère, elle date de... Mais est-ce que ce sont les sujets qui ont changé? Parce que finalement, on a l'impression que c'est... La colère, c'est le fait que la droite et la gauche ont toutes abandonné le peuple. Il y avait un livre d'Éric Conan, La gauche sans le peuple, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la droite qui a abandonné le peuple. Je suis désolée, mais moi, la droite gaulliste, la droite des années 70-80, jusqu'à son tournant thatchérien, c'était une droite qui essayait aussi de parler aux classes populaires. Même si on disait que voilà, ils essayaient de faire dans le populisme déjà à l'époque, mais ils essayaient de parler aux classes populaires, et vous aviez des classes populaires qui votaient à droite. On s'étonne aujourd'hui que les classes populaires, elles votent soit au Rassemblement national, soit aux Insoumis. Elles votent pour la droite et la gauche, c'est-à-dire des gens qui parlent aux classes populaires. Et ce gros centre du milieu, il parle à qui? Il parle aux classes qui s'en sortent bien. Et moi, je crois que le grand moment du début de la colère, c'est 2005, quand il y a un référendum, que les Français disent non, et qui disent non à quoi? À une Europe fédérale, et que finalement, on l'a fait, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit. 2022, c'est un référendum sur l'Europe. Je crois que là-dessus, il ne comprend pas que les Français ne sont pas anti-européens, mais ils sont contre cette Europe néolibérale du libre-écrange qui est en train de les assassiner. Aurélien Taché, vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec Barbara Lefebvre? Alors, je suis d'accord avec Aurélien Taché. Peu importe, mais effectivement, notamment, je vais revenir sur la question de l'école et sur la manière dont effectivement gauche et droite ont abandonné le peuple. C'est essentiel, ça. Ça, c'est essentiel parce que oui, le sujet est que moi je connais plus la gauche a abandonné les catégories populaires. Simplement pour les retrouver, une partie de la gauche a cru un moment qu'il fallait singer la droite et parler énormément d'immigration. On regarde les études effectivement qui sortent et le livre de Barbara Lefebvre, on se rend compte que c'est pas tellement ça le sujet. Par contre, allez dire aux parents des catégories populaires, allez leur parler de l'école et vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Aujourd'hui, ils savent très bien que mettre leurs enfants à l'école, se sacrifier, se tuer à la tâche pour payer des études à leurs enfants ne suffira pas à ce que leurs enfants vivent mieux qu'eux. C'est ça la grande trahison, c'est ça le grand abandon. Et les élections législatives, vous me disiez, elles vont porter sur quoi? Je pense qu'il faut absolument parler de ce sujet parce que les Français ont voté pour Emmanuel Macron, pour une certaine partie d'entre eux, une majorité d'entre eux, sans, à mon avis, notamment pour une part des électeurs socialistes qui restent, etc., avoir vu tout son projet. Son projet sur l'école est dramatique. Il va renforcer ces inégalités et ces ruptures avec les catégories populaires de manière. Mais parce que quand on va noter les profs, par exemple, en fonction on va payer les profs en fonction des notes de leurs élèves. Vous croyez que moi à Cergy, ça va être facile pour les profs qui sont là-bas? Et vous croyez donc que les profs vont se ruer à Cergy pour venir enseigner alors qu'ils savent qu'ils vont avoir des élèves plus en difficulté, qui vont être moins bien payés? Alors est-ce que c'est pas encore pire finalement? Est-ce que c'est pas encore pire finalement? Donc voilà le problème. Et Emmanuel Macron veut rendre l'université payante, veut toucher à tout ce qui faisait le socle de cette gauche et de cette droite. L'université, c'est déjà payant un peu, mais bon, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Moi, j'ai pu aller à l'université. Mais moi, vous disiez
les députés LREM qui sont arrivés. Moi, je suis fils d'ouvrier, j'ai pu aller à l'université parce que c'était gratuit. Ouais. Et j'avais fait une capacité en droit, j'avais pas fait le lycée. Si demain, avec le projet d'Emmanuel Macron, je peux plus faire ça. Ouais. Donc il y en aura encore moins des gens qui dans les élites viennent du peuple. On va y revenir dans un instant, Barbara Lefebvre, avec vous, Aurélien Taché, et puis vous, et aussi 0826 300 300. Sur cette question de l'éducation, c'est vrai qu'elle est assez centrale. Oui. Puis tiens, il y a cette idée de proximité. Par exemple, est-ce qu'il faut que les chefs d'établissement recrutent eux-mêmes, en fait, leurs profs est-ce que ça peut être efficace ou pas? Ouais. Bon, on va voir ça dans un instant. 0826 300 300. Et on vous attend au standard, à tout de suite. La vérité en face. Et la vérité en face de ces sujets qui compteront certainement pour les législatives. Avec nous ce matin, Barbara Lefebvre, enseignante, essayiste et chroniqueuse, auteure de 2022 Les Français ont choisi aux éditions Plomb, et Aurélien Taché, député du Val d'Oise, membre du conseil politique de Yannick Jadot, et le livre aussi Voyage d'un homme libre au pays de l'absolutisme aux éditions Seuil. Oui, et vous, 0826 300 300, est-ce que par exemple la sécurité, ça fait partie des thèmes un peu essentiels qui ont été peut-être oubliés en fait pendant la campagne électorale et dont il faut se soucier pour les législatives? Toutes ces questions en fait aussi de proximité. Qui est-ce qu'on met d'ailleurs dans les territoires, dans les quartiers? On a beaucoup parlé avant-hier justement aussi sur les médiateurs en fait sociaux. Il faudrait en remettre un petit peu partout. Je ne sais pas quelle est votre opinion, et si vous avez une question à poser et une réflexion, allez-y. Et de même que sur l'éducation, est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir aux chefs d'établissement pour recruter leur personnel, leurs enseignants? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là aussi, vous pouvez appeler Barbara Lefebvre. Mais sur cette question de l'éducation, d'abord, il n'y a pas à avoir de blocage sur un certain nombre de choses, mais je voudrais revenir là-dessus. Il y a des blocages. Oui, il y a des blocages, mais dans l'éducation nationale, il y en a. Le petit ballon d'essai qui a été lancé avant le premier tour, on en a entendu parler, la suppression du CAPES. Le CAPES, c'est le certificat d'aptitude, c'est-à-dire que vous avez deux statuts, enfin quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes enseignant, vous avez soit le CAPES, soit l'agrégation. Et le fait, alors il conserverait l'agrégation, mais il supprimerait le CAPES. Pourquoi supprimer un diplôme qui est en fait en réalité un concours? C'est-à-dire ce qu'il y a d'absolument plus égalitaire dans la République, justement, c'est le concours d'accession à la fonction publique. Eh bien, en réalité, c'est parce que Emmanuel Macron veut plus de contractuels au sein de l'éducation nationale, c'est-à-dire des contrats qu'on peut ajuster aussi bien en termes de salaire qu'en termes de localisation, de salaire, et de cette façon-là, vous n'êtes plus tenu par l'emploi à vie, parce que ça, c'est l'horreur, vous comprenez, l'emploi à vie. Or, dans les enquêtes, on voit justement que les Français veulent davantage d'enseignants titulaires, ils veulent moins de contractuels. Pourquoi? Parce que souvent, justement, on en parlait, les classes populaires, dans les collèges ZEP, etc., où moi j'ai été enseignante pendant plus de 15 ans dans des collèges ZEP, j'avais souvent des collègues qui, parce que vous avez des collègues ce ne sont pas des postes très demandés, donc on a beaucoup de contractuels. Contractuels, vous en trouvez sur le Bon Coin, Pôle Emploi. Bien sûr. Et ces gens-là, les parents ne savent pas que ce ne sont pas des enseignants, parce que je suis navrée, pour moi, un contractuel, soit quelqu'un qui a raté le concours 5 ou 6 fois, ou quelqu'un qui n'a jamais été enseignant, mais qui n'a pas d'emploi, et donc se dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas prof de maths? Je dis prof de maths à bon escient, c'est qu'il nous manque tellement de profs de maths. Aujourd'hui, le niveau du CAPES en maths a énormément baissé. Le seuil d'admissibilité, il est à 8 sur 20. Mais il y a une crise de la vocation aussi. Mais il y a une crise des vocations. Pourquoi? Les conditions de travail, les salaires, l'image sociale aussi, parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'on nous traite correctement. La pénibilité. La pénibilité de l'emploi, bon, on n'est pas non plus dans le BTP. Faut pas, ça dépend des quartiers, Patrick. Moi, normalement, je pourrais enseigner jusqu'à 64 ans, mais je vais vous dire, moi, je n'aurais jamais pu, là, je suis en disponibilité, je n'aurais jamais pu aller jusqu'à 64 ans dans les conditions dans lesquelles on enseigne aujourd'hui. Et ce n'est pas la responsabilité des élèves, c'est largement la responsabilité de l'administration. Donc, on voit que les Français sont en attente d'une école, non pas l'école de la Troisième République, les blues et les machins, c'est pas ça. Mais ils sont pour. Certains le réclament. Non, mais ils sont pour une école de l'exigence. Et une des demandes d'ailleurs des parents dans l'enquête qu'on avait faite, c'était quels sont les deux principaux objectifs assignés à l'école? Instruire tous les élèves avec le même niveau d'exigence, réduire les inégalités sociales. Instruire les élèves avec le même niveau d'exigence, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tout d'un coup on vous dit les enseignants auront une petite prime en fonction des notes des élèves, qu'est-ce que vont faire les profs? Ils vont surnoter. Et donc vous aurez 18 à Mantes-la-Jolie, et puis vous aurez 12 dans un lycée de centre-ville. On ne change rien alors finalement.
Non, on peut changer des choses, mais on peut changer les choses en revenant aux fondamentaux. Et je suis désolée, l'école de la République, c'est ce qui a fondé la Troisième République. C'est sur ça que repose la promesse républicaine, c'est-à-dire la promesse d'une réduction des inégalités, de faire en sorte, comme l'a dit Aurélien Taché, qu'un enfant de la classe ouvrière puisse en une génération accéder à un niveau social supérieur. Aujourd'hui, interrogez les Français. Tous les Français, et en particulier dans les classes populaires, ont le sentiment qu'ils vivent moins bien que leurs parents, mais surtout que leurs enfants vivront encore moins bien qu'eux alors qu'ils vivent déjà mal. Vous vous rendez compte, un pays dans lequel vous n'avez aucun espoir pour ceux qui sont à la fois les plus actifs, les fameux premiers de corvée à qui soi-disant qu'on applaudissait et à qui on allait dérouler le tapis rouge. Aujourd'hui, on leur déroule rien. Et en plus, quand ils ont voté Marine Le Pen au second tour, on leur dit que ce sont des néo-nazis, des racistes et j'en passe. Donc vous voyez bien que là, on est sur mais une grave fracture. Les directeurs d'école sont souvent mal notés, ils veulent pas être mal notés, donc il y a aussi une espèce d'un plafond de verre quand même. Mais c'est pour ça que tant qu'on continuera à maintenir ce système hiérarchique où le chef d'établissement est écrasé par le rectorat étant lui-même aux ordres du ministère et que le ministère il gère tout ça avec des tableaux Excel, moi je suis désolée, l'école c'est exactement comme l'hôpital, hein. L'école n'est pas là pour être rentable. C'est toujours ça le sujet. C'est toujours ça le sujet en France, c'est-à-dire qu'effectivement parce que on rencontre sur le terrain des difficultés, on pense qu'il faudrait s'en prendre à ce qui se passe sur le terrain. Non, c'est la bureaucratie qui à chaque fois pose question. C'est cette hiérarchisation, cette organisation très centralisée. On ne fait pas confiance au chef d'établissement, on ne fait pas confiance aux profs, on ne fait pas confiance au personnel de santé. Oui, je suis pour ça et je suis pour que... le problème dans la manière dont sont amenées les choses en ce moment, quand on dit plus d'autonomie aux établissements ou autres, c'est qu'on voit bien qu'il pourrait y avoir des questions financières ou budgétaires derrière. Emmanuel Macron a perdu la confiance sur les réformes du service public parce qu'à chaque fois, ce n'est pas l'intérêt du service public qui passe en priorité, c'est finalement l'intérêt des finances publiques. Hein, et c'est toujours payer moins. Mais oui, il faudrait effectivement faire beaucoup plus confiance au terrain. C'est ce que réclament les personnels soignants. Il y a dédoublement aussi quand même, ça coûtait un peu plus cher. Il avait fait ça, mais effectivement, c'est des mesures qui permettent... ça marche. Non, mais moi, au début, c'est le genre de choses qui m'a séduit. Donc c'était malin. Sauf que derrière, on se rend compte que en fait, ça change absolument rien sur la globalité de ce qu'il faut faire pour l'éducation. Et la santé, c'est pareil. Il y a des primes qui sont données aux soignants, mais est-ce qu'on va donner plus finalement de moyens de travailler sur le terrain au personnel de santé? Est-ce qu'on va leur faire confiance? Est-ce qu'on va leur laisser prendre des décisions? Non, c'est pas ça qui se profile. Encore une fois, c'est toujours la technocratie près du gouvernement et du président de la République qui va prendre des décisions depuis Paris à la place des gens, et c'est des coupes budgétaires. C'est pas comme ça qu'on peut renforcer le service public. En tout cas, il y a des réactions au standard 0826 300 300. Jean-Pierre est avec nous du Languedoc. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, lorsque j'ai entendu effectivement ce que le monsieur Macron compte faire, finalement, on va vers un niveau plus bas des enseignants. On va faire des enseignants qui vont venir travailler pour la gamelle. Et ça, c'est désagréable. Et en plus, comme je vous disais dans le message, j'ai 32 ans de personnel de direction et je ne me voyais pas, moi, choisir les professeurs. Ouais. Vous avez été directeur d'école. Non, j'étais proviseur adjoint, proviseur pendant 32 ans. Puisqu'on démarre à 30 ans, j'avais pas 30 ans et j'ai pris la retraite à 62 ans. Donc j'en ai vu des enseignants qui tenaient... On entend un peu de bruit autour de vous, Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez baisser autour de vous? Je ne sais pas s'il y a une radio, etc. Il n'y a rien, je suis en pleine campagne. Vous êtes en pleine campagne. Il y a du bruit à la campagne. Jean-Pierre, d'un mot, alors, puisque vous avez été justement pendant une trentaine d'années proviseur et que vous avez fait carrière dans l'éducation nationale, si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous là, ou le ministre de l'Éducation nationale, s'il y avait une idée à lui faire passer, quelle serait-elle? La seule idée, ce serait de recréer les IPES. Les IPES, c'était une bourse et on s'engageait pendant 10 ans à être enseignant. Parce que maintenant, justement, on parlait de mathématiques. Ma fille est professeure de mathématiques. Et tous les mathématiciens partent, quittent l'enseignement. Alors que si on les retenait, ne serait-ce que par ça, ça serait important. Alors je reviens moi, au choix du personnel Moi, ma spécialité, j'étais scientifique. Je ne me voyais pas choisir un professeur de philo. Et pourquoi? Pourquoi, madame, la pédagogie en sciences est tout à fait différente qu'en philosophie, ou en français, ou en histoire géo. Alors donc, moi je m'appuyais, quand j'avais un professeur qui ne tenait pas la route, ou que j'avais des doutes sur ses compétences, sur des inspecteurs. Les inspecteurs, maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Ça, c'est vrai. Merci, Jean-Pierre. La ligne n'est pas très bonne. Donc, on vous retrouvera peut-être tout à l'heure. On va continuer avec Aurélien Taché et Barbara Lefebvre. D'un mot, et avant de faire une
te discours pose. qui est souvent tenu, et d'ailleurs c'est ce qu'on a entendu aussi chez Ouais. Emmanuel Macron à un moment donné, sur la rémunération des enseignants, Ouais. d'augmenter ceux qui s'investissaient Ouais, ouais. au sein d'un certain nombre de projets. Déjà, moi, quand j'étais enseignante et que l'inspection ou le rectorat nous envoyait chaque année, il y avait le projet ceci, le projet cela. Bon. Moi, je disais toujours à mon inspectrice, quand elle venait me voir, elle me dit, mais alors vous n'êtes pas dans le projet bidule, le projet truc. J'ai écouté, moi, mon seul projet, c'est d'aller au bout du programme. Et compte tenu de ce que représente le programme d'histoire géo et d'éducation civique sur une année, avec le nombre de cours qui sautent, parce qu'il faut faire la sécurité routière, le brosse tes dents, le apprends à trier tes déchets, parce que tout ça incombe souvent aux profs d'histoire géo. Je dis, vous savez, j'ai déjà du mal à finir mon programme. Alors si en plus, il faut que je m'abandonne dans des projets transdisciplinaires qui sont en réalité souvent des projets idéologiques voulus par le rectorat et parfois même financés, qui permettent de donner des subventions et des finances à des associations amies du ministère, parce que c'est ce qui est souvent arrivé. On a vu par exemple le monsieur Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne qui avait une fondation, une association Agir pour l'école, et qui, oui, c'était Agir pour l'école, et qui avait réussi à se faire financer pour au moins 2 millions d'euros par Monsieur Blanquer pour des activités de lecture. Hein. Bon, depuis Monsieur Bigorne est mis en examen, on reviendra donc il pas fait autre dessus, chose. mais Bref, non, mais pour dire qu'à Ouais. l'éducation nationale, quand on sous-entend que parce qu'on va s'impliquer dans un projet qui en réalité est un projet qui a souvent une connotation idéologique, politique, voulue par des inspecteurs ou un rectorat qui est complètement détaché de la réalité de ce que veut l'enseignant, et on nous dit que c'est sur ça qu'on va toucher des primes et qu'on va nous augmenter nos salaires, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne fait pas confiance en réalité aux enseignants, qu'on ne sait pas comment eux savent ou bien conduire leur propre projet avec des collègues, ou bien ne pas faire de projet, parce qu'il y a déjà un projet principal qui est d'aider nos élèves à apprendre, d'aider nos élèves à travailler et à acquérir des savoirs. Et ça, je peux vous dire que si déjà vous arrivez à faire ça à la fin de l'année, vous avez réussi à finir votre programme, vous pouvez déjà être fier d'avoir réalisé le premier des projets. Par contre, multiplier les petites activités de l'école hors les murs et compagnie, excusez-moi, mais tout ça c'est du pipeau, et c'est particulièrement justement, hélas, aux classes populaires qu'on propose ce genre d'enseignement à projet un petit peu pipeau. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de ce débat 0826 300 300, vous voulez débattre avec Aurélien Attaché ou Barbara Lefebvre, donnez votre avis ou votre témoignage, on vous attend au standard. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face sur des sujets importants, en tout cas, ils seront importants pour les législatives. Aurélien Taché avec nous, député du Val d'Oise, et puis conseil politique de Yannick Jadot, auteur de ce livre, Voyage d'un omni au pays de l'absolutisme, Seuil. Il faudra faire des titres moins longs la prochaine fois. Et Barbara Lefebvre, enseignante, avec ce livre aussi, 2022, les Français ont choisi en collaboration avec l'IFOP aux éditions Plomb. Oui, et puis il y a la perspective des législatives qui arrivent. Alors vous, Aurélien Taché, donc vous allez travailler, bosser, si je puis dire, avec sans doute les Insoumis, en étant. Oui. Je rappelle que vous avez quitté La République En Marche, vous étiez un proche d'Emmanuel Macron. Avec perte et fracas. Voilà, bon, il y a eu un divorce, hein, voilà. Ensuite, vous êtes allé vers les écolos, et donc là, vous allez travailler. Maintenant, il faut être unis. Ouais. Maintenant, il faut être unis. On a bien entendu le message des Français. Vous avez vu ce qu'ils nous ont dit. Les valeurs des Insoumis, et notamment dans les quartiers. Les valeurs, effectivement, les valeurs qui sont celles de parler aux catégories populaires et qui sont celles de contre les injustices, je suis d'accord. Après, sur certaines Enfin, il y a plein propositions. d'autres choses quand même. Oui, moi, Chez écoutez, les Insoumis. je trouve que parfois on fait aussi des faux procès à la France Insoumise. Je suis bien placé pour le savoir parce qu'on m'en fait aussi parfois sur les mêmes sujets. Ouais. Donc, je ne vais pas nourrir cela. Non, par contre, il y a des propositions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais là, franchement, les Français nous disent quoi? 22% pour Mélenchon, mais ils ne sont pas tous absolument d'accord avec tout de Mélenchon. Ils disent vous n'avez pas su vous unir et celui qui a fait la meilleure campagne, c'est lui et son projet est clair. Alors ne refaisons pas la même erreur aux élections législatives. Le SMIC à 1 400 €, la retraite à 60 ans, la 6ème République, tout ça, c'est des fondamentaux de la gauche. Moi, vous savez, je viens de la gauche. On avait ces propositions-là, peu ou prou, au Parti Socialiste il y a 10 ans. Donc, il faut arrêter les bêtises. En vrai, on est à peu près d'accord sur 90% des choses. Les Français veulent nous voir unis. On va y aller unis, est-ce je qu'ils vont l'espère. faire du clientélisme un petit peu dans certains quartiers populaires, du côté de Jean-Luc Mélenchon, avec des gens qui flirtent un peu avec certains islamos? Qu'est-ce qu'on appelle le clientélisme? Ça dépend ce qu'on appelle ça. Moi, vous savez, je suis élu à Cergy. Oui, mais je suis élu à Cergy. Moi, de pouvoir avoir cette jeunesse issue de l'immigration qui s'engage en politique et qui effectivement peut avoir son mot à dire, ça me semble extrêmement important. Ça a été une des grandes erreurs de la gauche, ça aussi, de finalement considérer que les jeunes issus de l'immigration étaient juste des petites choses dont il fallait s'occuper, touche pas à mon pote, plutôt que de les associer en politique réellement. Donc moi, ça, je suis pour ça. Après, si vous me dites allez donner une subvention à tel ou tel, mais ça, c'est pas tellement les Insoumis qui le font. Hein. Regardez en Seine-Saint-Denis, ceux qui ont été critiqués pour ça, c'est pas tellement ce bord politique. Hein. Oui, c'est vrai. Ces aspects identitaires, ils reviennent un petit peu dans les préoccupations des Français ou pas, Barbara Lefebvre? Assez peu, mais je crois que quand même
les Français restent très attachés à la question de l'identité, à l'identité républicaine. Ouais. Et pour eux, la France, même s'ils ont bien entendu conscience de la profondeur et la profondeur historique de son héritage, elle reste quand même très marquée par cette identité républicaine et par la promesse qui est derrière l'identité républicaine. Et la promesse qui est derrière l'identité républicaine, c'est celle qui est en quelque sorte au fondement de 1789, c'est-à-dire la fin de la classe des privilégiés. Et la réconciliation du tiers-État avec les privilégiés. J'exclus le clergé parce que ça y est, heureusement, comme dirait l'autre, Dieu merci, grâce à la loi de 1905, on a réussi enfin à mettre l'Église dehors. Et ce qui serait bien maintenant, ce serait de mettre aussi tous les religieux dehors et pas seulement l'Église. C'est là où il y a des interrogations. Là, il y a des interrogations. Et c'est en ça d'ailleurs que l'habileté de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'agréger un certain nombre de courants électoraux et de courants politiques qui, en réalité, à mon sens, sont très cloisonnés. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a des écologistes qui sont allés voter Mélenchon et qui n'ont pas voulu vraiment regarder toute la dimension sur le décolonialisme, une certaine tolérance à des comportements pour le moins rigoristes de l'islam. Et puis qui eux-mêmes n'ont pas voulu tellement s'occuper des questions de souverainisme, parce qu'il y a chez Jean-Luc Mélenchon toute une part qui est hostile à l'Europe néolibérale et fédéraliste, et qui est plutôt souverainiste, attachée justement à la question du pouvoir d'achat des classes populaires. Et son intelligence politique, c'est justement de compartimenter tous ces électorats-là pour essayer de faire croire qu'en réalité tout le monde se rassemble derrière Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'y a pas vraiment de ciment politique derrière cela. Parce que s'il y avait le ciment politique qui était celui du front de gauche avant, c'est-à-dire ce souverainisme de gauche, cette volonté d'agir pour les classes populaires, moi je suis navrée. Pour moi, le Jean-Luc Mélenchon qui a lentement dérivé vers les questions de décolonialisme et d'indigénisme, ça c'est à mon avis un Jean-Luc Mélenchon qui dérange une grande partie de son électorat, qui pour l'instant ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Vous êtes à l'aise avec ça, Aurélien Taché, ou pas? Je ne sais pas que je suis à l'aise, parce que c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est pour ça. Moi, il me semble que Jean-Luc Mélenchon a surtout pris conscience du fait que, effectivement, les catégories populaires, elles sont métissées, et d'ailleurs il en parle très bien dans ses discours quand il fait la créolisation. quand il fait des adresses aux travailleurs aveyronnais, à celui qui vient du Maghreb et finalement à tous ceux qui en France ensemble ont bâti la France. Il a compris quelque chose, et il a compris aussi que les Français de confession musulmane peuvent se sentir parfois rejetés dans ce pays. Alors après, sur les solutions à apporter, on peut avoir des débats. Effectivement, tous les courants du décolonialisme ou autres ne sont pas bons à prendre, et je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon les défend particulièrement. Mais en revanche, sur le diagnostic de base, oui, il y a peut-être des gens dans son mouvement qui peuvent en être plus proches, mais son diagnostic de base est assez bon. À nous d'inventer les réponses ensemble. Ensuite, sur le manque de ciment, eh ben ça bouge. Moi, je pense que la gauche revient à ses fondamentaux. Ça bouge. Mélenchon a bougé sur l'écologie. Les socialistes ou la gauche réformiste est en train de, ou même nous les écologistes, on est en train de bouger sur le fait qu'il faut réorienter l'Europe. On est en train de revenir finalement à l'idée qu'il faut trouver par tous les moyens l'idée de répondre aux aspirations des classes populaires et à plus de justice sociale. Et c'est quand même ça le fondement de la gauche. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'y revenir. Et honnêtement, ça me réjouit. J'espère qu'au 1er mai, on sera tous ensemble, unis, nombreux dans la rue, pour que la gauche renoue avec son ADN, cette fête du travail, ces syndicats, ce mouvement social, ces catégories populaires. Moi, j'y crois encore. Moi, j'y crois encore. Je suis d'accord avec vous sur la question de la justice sociale, mais le problème, c'est qu'on voit qu'il y a des acteurs au sein des Insoumis qui cherchent à noyauter le mouvement, non pas pour la justice sociale, mais pour la justice raciale. Quand on entend Ouria Boutelja expliquer avec au moins l'honnêteté et la franchise qui la caractérise, et moi, je la respecte beaucoup pour ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit cash quelle est sa stratégie. Elle dit, nous, on rejoint Mélenchon, on pousse pour qu'aux législatives, il y ait plus de voix possible, parce qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on dynamite tout et on fait advenir notre projet qui est le projet des racisés, des musulmans et de sa vision à elle de l'islam, qui est quand même une vision, à mon avis, que ne partage pas Jean-Luc Mélenchon, que ne partage pas le courant, le courant Corbière. Non, mais c'est un moi non plus, mais c'est un discours. Voilà, c'est un discours que peut entendre Tabouaf, que peut entendre Éric Coquerel, que peut entendre Daniel Obono, mais c'est un discours que François Ruffin n'entend pas, que vous, Aurélien Taché, vous n'entendez sans doute pas, que Quatennens n'entend pas, que Corbière n'entend pas. Donc moi je dis, quand tout ce monde-là va vivre ensemble, il risque d'avoir des problèmes. Quand vous avez Tabouaf au milieu. Il est dans la boucle. Non, mais Éric Coquerel, avec qui je travaille à l'Assemblée, tous ces parlementaires. Ouais, mais Tabouaf, c'est pareil. Laissons-le parler, on verra bien. Moi, Ouria Boutelja, effectivement, c'est une personne absolument insupportable, mais qui n'a rien à voir avec nos mouvements. Et parce que moi, elle défend des choses qui sont indéfendables, mais je n'ai jamais entendu à la France Insoumise quelqu'un la défendre. Donc je ne veux pas parler à la place. Mais elle va vous aider à faire élire un certain nombre dans les quartiers. On l'a vu.
ce qu'elle veut, mais en tout cas, on lui demande rien. C'est pas ce qu'on appelle du clientélisme. C'est ce qu'elle veut, mais on lui demande rien. C'est ce qu'on appelle du clientélisme. Non, clientélisme, c'est quand on demande aux gens de faire quoi que ce soit ou qu'on Oui, va. mais vous savez, c'est comme quand Willy Schren, le président des chasseurs, fait une active campagne pour faire élire Emmanuel Macron. Moi, je suis désolée. Ensuite, ça fait pour moi d'Emmanuel Macron le président des chasseurs. Et pour moi, qui ait une fibre animaliste, ça me pose un grave problème. Vrai. Elle l'a placé. Voilà, oui, je l'ai placé. Bon, juste d'un mot pour terminer, Aurélien Taché, parce que vous avez été très proche d'Emmanuel Macron. Donc là, il est en train d'attendre, tergiverser, le fameux maître des horloges pour nommer son nouveau gouvernement, nouveau Premier ministre. Comment vous le voyez en fait agir là aujourd'hui? Oh, comme d'habitude, diviser pour mieux régner, essayer d'envoyer des petits signaux à droite, à gauche pour essayer de contenter tout le monde sans jamais vraiment faire de choix. Vous savez, il est venu à Cergy mercredi matin. Oui. Moi, je croyais qu'il allait venir pour nous dire aïe, on va investir dans ces villes populaires, on va vous mettre de l'argent pour les RER, dans les écoles, etc. Non, il était juste venu pour essayer de faire une petite manœuvre politicienne en disant je choisirai un Premier ministre qui sera attaché à la question productive, écologique et sociale. Déjà, bon, moi, j'ai pas bien compris. Je sais pas si à Cergy, c'est ça qu'ils attendaient vraiment comme message. En fait, je sais que non, c'est pas ça qu'ils attendaient. Donc, on est toujours pareil, on est dans la communication, on est dans le voilà, une espèce de manipulation sans véritablement faire de choix, et à la fin vous aurez une espèce de boulga dans ce gouvernement qui n'aura aucun sens, et seul Emmanuel Macron saura ce qu'il veut faire et décidera vraiment de ce qu'il veut faire. Allez, merci Aurélien Taché, Voyage d'un homme libre au pays de l'absolutisme, et Barbara Lefebvre en collaboration avec l'IFOP, c'est toujours valable, c'est aux éditions Plomb, plus que jamais finalement 2022, les Français ont choisi. Merci. Merci d'être venu ce matin. Merci.